Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé 10 ans dans la brigade des stupes, Mhm. et ça tombe bien, puisque j'ai fait dernièrement un reportage dans le nord de Paris sur le crack, enfin j'en ai fait plusieurs, Mhm. mais dans le dernier que j'ai réalisé, je me suis infiltré en caméra cachée dans une salle de shoot, Mhm. et j'ai pu constater que les salles de shoot attiraient évidemment les vendeurs de drogue, C'est l'objet. et que donc on pouvait acheter du crack très facilement, en plein jour, à ciel ouvert, dans Paris, devant les salles de shoot. Alors, est-ce que cette situation est étonnante, ou est-ce que vous qui connaissez bien le sujet, ça ne vous surprend pas? Donc ça ne me surprend pas et ça surprendrait certainement pas ceux qui connaissent bien le milieu de la toxicomanie. Euh, Bien évidemment que les salles de shoot attirent, c'est l'objet, hein, c'est le but du jeu, c'est justement de faire venir à elles, faire venir les consommateurs pour qu'ils n'aient plus à utiliser, à faire usage du réseau parallèle. L'idée, en fait, elle est simple, elle est de neutraliser les toxicomanes. On avait déjà connu ce phénomène du temps de l'héroïne, du temps où l'héroïne était la drogue la plus dure en circulation, dans les années 80-90. Et on a mis en place ces salles de shoot tout simplement pour éviter que les toxicomanes en crise ne commettent des délits, voire des crimes, pour se procurer de l'argent et ensuite s'acheter leur dose. Donc le concept, il est simple, c'est de faire en sorte que les toxicomanes dits de drogue dure, de drogue dite dure, n'aient pas à se tourner vers les réseaux parallèles et viennent s'approvisionner dans des lieux, je mets beaucoup de précautions dans ce que je veux dire, entre guillemets, sûrs, pour se procurer leur dose quotidienne. Après, que se greffe à cet endroit particulier, que s'agrègent des dealers classiques pour revendre leurs propres produits, j'ai envie de dire que c'est humain. Ils vont là, justement, on leur sert sur un plateau les consommateurs, leurs consommateurs habituels, leur clientèle habituelle. Donc c'est pas du tout incohérent que les dealers classiques, des dealers qui seraient au contact de ces acheteurs en d'autres lieux, viennent aux abords de ces lieux de shoot, de ces maisons de shoot, pour vendre leurs produits. C'est du business, ça reste du business, et effectivement ça crée un petit marché, à la fois un marché officiel et un marché parallèle. J'ai une pensée émue, pour tout vous dire, j'ai une pensée émue pour le voisinage, parce que là clairement ça crée effectivement un point de crispation, un point de cristallisation, de rassemblement de tous les consommateurs de crack de la capitale. Et ça doit être particulièrement pénible pour ceux qui vivent aux abords. Mais enfin, le phénomène je dirais de fourniture du crack par un réseau officiel et auquel se greffe un réseau délinquentiel n'est pas surprenant du tout. Mais alors, la question que se pose le profane que je suis, c'est est-ce que ça ne contribue pas à faciliter le trafic de crack? Est-ce que ça ne contribue pas à étendre ce phénomène plus qu'à le contenir? Est-ce que ça marche en fait? Je crois, ouais, non, mais voilà, c'est la dernière question est la bonne. Fondamentalement, il faut se poser la question de savoir quelle est l'utilité de nos politiques judiciaires sécuritaires contre les trafics de stupes, et en particulier le trafic de crack. Et je crois qu'il a échappé à personne qu'on n'y arrive pas, à le juguler, qu'on n'arrive pas à le bloquer. On déplace régulièrement les craqueux, ce qu'on appelle les craqueux, d'un point de fixation à un autre, la porte de la Chapelle ou autre. D'ailleurs, en général, c'est assez bien localisé sur la partie nord-nord-est de Paris, ce qui pose d'autres questions en termes je dirais de respect du voisinage quelque part. Donc on n'a pas de solution, donc on les déplace et on n'a pas de solution non plus pour les amener dans une dynamique de désintoxication. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de toxicomane qui comment dire, se sevrent par la contrainte. Il n'y a qu'une démarche volontaire, personnelle, qui peut amener un toxicomane de drogue dure, je pensais à l'héroïne ou au crack aujourd'hui. Il n'y a pas de toxicomane qui puisse s'en sortir si lui-même ne le décide pas personnellement. Si vous mettez face à lui des flics ou des magistrats, vous n'y arriverez pas. Ça marche pas? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a une dépendance forte, et puis cette dépendance ne peut se casser que s'il y a une démarche volontaire du toxicomane, s'il accepte de prendre des produits de substitution. Alors d'ailleurs, en matière de crack, il n'y a pas de produits de substitution.
il n'y aurait qu'un traitement médicamenteux lourd qui pourrait l'aider à s'en sortir, mais ça ne peut se conjuguer qu'avec une volonté féroce, une volonté affirmée, forte de l'individu pour se désintoxiquer. Mais la désintoxication forcée, elle n'existe pas, sauf à mettre les individus sous une forme d'incarcération. Incarcération médicale en milieu hospitalier ou en incarcération classique. Mais bon, ça pose des problèmes parce que encore faut-il avoir des charges contre eux. On n'incarcère pas quelqu'un comme ça au motif. Alors on pourrait le faire pour des motifs de consommation, puisque ça répond à je dirais, à C'est une des infraction. délits Oui, bien sûr. qui sont bien visés. Mais y a-t-il une volonté politique de le faire? Là, on peut se poser clairement la question. Puis on n'a pas les structures parce qu'il y en a trop. Donc il faudrait les prisons sont déjà en surcharge. Si on y rajoute une masse de consommateurs de crack X, alors là vous arrivez à une explosion dans les maisons d'arrêt parce que non seulement on n'a pas la place, donc ils seraient en surnuméraire dans certaines cellules, mais en plus dans un contexte de violence terrible parce qu'un consommateur en manque, c'est une bombe à retardement, c'est un fauve. Donc il faudrait véritablement des structures dédiées à ça, des centres de cure forcés où on les met en sevrage contraint. Alors là, on rentre dans une dynamique judiciairo-médicale qui, pour l'instant, n'existe pas, tout simplement. Parce que là, ces fauves dont vous parlez sont dans la nature. Oui. C'est ça ce que voient les Oui, gens et commettent des infractions. On l'a vu récemment. Hein. Il y a des agressions qui sont faites régulièrement. Il y a un vieux monsieur là, qui est mort dans les secteurs nord de Paris, qui est passé 90 ans, qui a été agressé très violemment par une toxicomane au crack. Il est mort de ses blessures. Donc on ne parle pas d'agression légère, là. On parle d'individus, hommes ou femmes du reste, qui sont dans un tel état de manque qu'ils sont prêts à tout pour obtenir leur consommation. J'ai connu ça dans les années 80-90, enfin j'ai connu ça, je ne suis pas le seul, hein. Tous les flics des stupes ont connu ça, du temps où l'héroïne circulait massivement, et l'héroïne provoquant des effets de manque très, très forts, avec une douleur très forte subie par les toxicomanes. Physique, oui. Ils étaient prêts à tout pour se procurer de l'argent pour se payer leur dose. J'ai eu à traiter, je ne suis pas le seul, on avait traité le cas d'un toxicomane qui avait tué la grand-mère de sa femme pour lui voler sa retraite. Il l'avait poignardée à 17 reprises et cet intellectuel n'a même pas trouvé d'ailleurs la retraite, l'argent de la retraite. Il l'avait tué strictement pour rien. Mais pour vous dire que quand le manque est là, des types sont prêts à tout. 17 coups de couteau pour une pauvre vieille dame pour lui piquer sa retraite. Enfin, je veux dire, ça doit évoquer pas mal de choses quand même. Et alors, la question que je me pose en tant que non-connaisseur de tout ça, c'est pourquoi des moyens ne sont pas mis en œuvre, des moyens suffisants pour assécher le trafic de drogue. Pourquoi on n'arrête pas les gens que j'ai vus, moi, en caméra cachée, et qui vendent librement du crack dans Paris, dans les rues de Paris? Il y a une absence d'autorité claire. Je crois que ça n'échappe à personne. Aujourd'hui, on vit dans une époque un peu étrange, un peu surprenante, où le courage politique a déserté les couloirs du pouvoir. Il faudrait prendre des mesures fortes contre eux, parce qu'on les connaît. Hein, c'est pas non plus. Les craqueux sont tous au même endroit. Donc les dealers vont à eux d'une certaine manière. Donc il faudrait effectivement casser cette dynamique de façon radicale, forte à la fois par une répression judiciaire digne de ce nom, en incarcérant les dealers, mais surtout en vidant de leur substance, en vidant de sa substance la clientèle. Il faut supprimer cette clientèle, il faut la neutraliser. Alors on peut la neutraliser par les centres de shoot, par les maisons de shoot, parce qu'effectivement, si on leur donne leur cam, je dirais officiellement, officieusement, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, on les sort du circuit illégal, on les neutralise, comme je le disais tout à l'heure, et on assèche le trafic. Le problème, c'est que le crack c'est le low cost de la cam. On peut fabriquer ça, ce qu'on appelle les cuisines, c'est quelque chose de très rudimentaire, ça ne nécessite pas une grosse infrastructure, donc des petits chimistes amateurs, des petits dealers amateurs, se la fabriquent d'ailleurs très régulièrement, hein. On sait très bien qui la fabrique, comment. Tout ça est clair et clairement défini, clairement identifié. Après, il faut la volonté, de casser ces trafiquants, mais j'ai envie de dire que l'échec des politiques anti-stup globales, c'est un échec, ne peut se résoudre que par la neutralisation des consommateurs. Et, pour faire simple, en leur donnant tout simplement leurs produits.
Dans un cadre régulé, entre Dans un guillemets. cadre régulé. En sécurité, comme ils Par disent. exemple, sous surveillance médicale, avec un encadrement. Oui, quand je dis ça, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Au moment où l'héroïne, quand on a cassé le trafic de l'héroïne, qui était... Alors c'était facile parce que c'était une époque où le sida a circulé énormément et les consommateurs d'héroïne n'étaient pas tous suicidaires. Donc il y a eu un frein véritable par la conjugaison à la fois de la délivrance par ordonnance des produits de substitution, dont le Subutex par exemple, et la crainte et la peur du sida, puisque l'héroïne se consommait par injection, par intraveineuse. Donc il y a eu ce rapport un peu, cette association de plusieurs faits qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais mettre un bémol à ce que je suis en train de dire, on a eu la disparition de l'héroïne, qui semblerait reviendrait. Ah oui? Il semblerait qu'il y a un frémissement dans le retour à la consommation d'héroïne. Alors là, je mets en garde ceux qui peuvent nous écouter. Attention, parce que le sida non plus n'a pas disparu. Ouais. Donc, mise en garde à ceux qui seraient tentés de se réinjecter l'héroïne aujourd'hui, qu'il n'y avait pas que le sida du reste, mais que ces injections sont très risquées, parce qu'elles sont parfois, elles transmettent certaines pathologies, pas que le sida du reste, je pense aux hépatites notamment. Donc attention à ne pas retomber dans le piège de la facilité, je dirais, ou du moins de l'ignorance de ce que produit des injections d'héroïne. Donc vraiment, il faut multiplier les messages de mise en garde. Mais pour en revenir au crack, je pense qu'on n'aura pas de solution essentiellement judiciaire. Ça, c'est une illusion de le croire. Il faut véritablement un encadrement médical. Et tant pis si c'est hypocrite de le dire et de le faire. Mais il faut neutraliser ces individus, il faut les empêcher de commettre des délits et des crimes pour se procurer leur drogue. Et puis arriver à un moment donné à les pousser vers un cadre hygiénique, sanitaire, digne de ce nom. Enfin, quand on voit dans quelles conditions vit cette communauté, moi je les assimile à une communauté quelque part, ils vivent dans des conditions extrêmement déplorables, où il n'y a aucune hygiène, il n'y a rien. Enfin, on ne peut pas accepter pour eux et pour l'environnement que cette situation perdure. Donc il est impératif que ces gens-là soient neutralisés, pris en charge. Alors soigner, c'est un grand mot, mais j'ai envie de dire qu'on soulage leur souffrance et qu'on soulage la patience des riverains en leur donnant, d'une manière ou d'une autre, leurs produits. Donc en fait, on pourrait dire que les salles de shoot, entre guillemets, sont plutôt une bonne chose, enfin la moins pire des solutions. Exactement. Mais alors moi, ce qui m'étonne dans ce que j'ai vu par moi-même dans ce reportage que j'ai fait en caméra cachée, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait un suivi très précis. Moi, on m'a demandé évidemment mon nom et enfin, on m'a demandé un pseudo. On m'a donné une pipe, un doseur, et puis je suis reparti. Enfin, je veux dire, il y avait pas... Tu vois, j'ai pas eu l'impression d'être rentré dans un cadre, dans quelque chose où j'allais être suivi. Je veux dire, j'ai l'impression... Non, mais on n'a pas les structures de suivi. Si la question est de savoir si on suit les toxicomanes et les consommateurs de crack, la réponse, elle est non. On ne les suit pas. Il n'y a pas de suivi, mais parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire. On est dans la volonté simplement, je me répète, de neutraliser ces individus. Ouais, bien sûr. On leur donne leur consommation. Ils n'ont pas à commettre de crimes et de délits, et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Si eux n'ont pas la volonté de décrocher, on n'a pas de structure qui va soit les aider, soit les contraindre à le faire, tout simplement. Et alors, à quoi sont confrontés les policiers? Comment se structure le marché de la drogue en France? Voilà. Le marché de la drogue, il n'y a pas un marché de la drogue, il y en a plusieurs. Il y a le milieu des craqueux qui est un milieu très particulier et heureusement très restreint. Heureusement. D'accord. Parce que c'est une drogue qui est, avec laquelle on tombe très vite en dépendance, qui est très destructrice. Et tous les toxicomanes, enfin toxicomane c'est un bien grand mot, tous les consommateurs de drogue, entre guillemets douces ou dures, n'ont pas le même rapport à la drogue. Le crack, c'est véritablement quelque chose de totalement destructeur, pardon. C'est restreint mais visible, comme... Oui, parce que justement, parce que c'est très nuisible. C'est visible parce que ça désagrège l'individu, ça l'attaque cérébralement, ça en fait quelque chose qui perd un peu de son humanité quand même. C'est des gens qui ne vivent pas, ils survivent. Donc ça en fait un peu des zombies urbains, on pourrait dire. Moi, c'est l'image que ça me renvoie. On a l'impression d'avoir une mauvaise série de télé avec des zombies urbains qui traînent leur misère comme ça. Enfin, c'est effroyable. Le milieu du crack est effroyable. Après, on a le milieu de la cocaïne qui reste un milieu quand même
attaché à une forme de clientèle très festive, qui ne l'utilise que dans certains cas. Alors festive et aussi, je dirais, économiquement favorisée, hein. C'est une drogue, la drogue du cadre, hein, d'une certaine manière, la cocaïne. Et puis il y a le cannabis. Le cannabis qui est beaucoup plus populaire, qui est à la portée de tous. C'est récréatif, mais c'est pas, faut pas croire que c'est neutre. Le cannabis n'est pas neutre. Le cannabis développe ou alimente des névroses. Il y a toute une série de pathologies psychologiques ou psychiatriques qui sont soit provoquées, soit alimentées par une consommation et surtout une surconsommation de cannabis. Donc c'est pas neutre, loin de là. Il faut arrêter de croire, il ne faut surtout pas laisser croire aux uns et aux autres que le cannabis c'est quelque chose qui peut se consommer sans conséquence. C'est faux. Et puis, ce sont des moteurs, cocaïne, cannabis, qui sont des moteurs sociaux considérables. Ça rapporte un argent considérable. Alors la cocaïne a des circuits bien évidemment qui lui sont propres, hein, notamment l'Amérique du Sud, donc ça génère des millions et des millions. Donc c'est un fournisseur d'argent frais, d'argent liquide considérable, qui ensuite doit être réinvesti dans l'économie d'une manière ou d'une autre. Rarement l'économie officielle, mais plutôt l'économie parallèle, et notamment dans certains paradis fiscaux. Et puis, il y a le cannabis, ce que j'ai envie de dire, la drogue du pauvre, quelque part, ou la drogue populaire, si on veut employer un mot social. Pourquoi? Mais parce qu'elle est beaucoup moins chère d'abord que la cocaïne. C'est un produit qui s'est totalement vulgarisé, hein, qui est à la portée de tous, et mais par contre, qui génère des économies de quartier considérables. Ce système d'organisation de la vente ou de la revente permet à des quartiers entiers de vivre. Je dis pas de survivre, hein, je dis de vivre. On peut considérer aujourd'hui que le marché de la vente de cannabis constitue à la fois un moteur économique considérable et aussi un moteur social. On pourrait dire, et on peut le dire, que le cannabis, le monde du shit, est un des premiers employeurs de France. Ah oui. Ben, ça draine une population considérable par un système d'organisation très structuré. C'est pas fait comme ça, c'est pas de l'artisanat, ça marche, c'est très très bien structuré. Vous avez bien évidemment, alors, il y a énormément d'émissions sur le sujet, mais elles sont assez réelles, puisque vous avez ça va du chauffeur au caïd, et entre les deux, vous avez toute une chaîne structurée, un peu comme une entreprise, avec des employés de base, des agents de maîtrise, des sous-traitants, des cadres moyens et des cadres supérieurs. Et tout ça fonctionne véritablement sur des schémas socio-économiques qui s'inspirent totalement du monde de l'entreprise privée ou de sociétés par action, d'une certaine manière. Donc ça génère énormément d'argent. Et ça casse tous les codes, ça casse tous les schémas. Ça casse le schéma notamment de la famille. Parce que vous avez des gamins de 12, 13, 14 ans qui sont mineurs et bien évidemment utilisés par les trafiquants parce que les mineurs échappent mécaniquement plus facilement à la loi que les majeurs, mais ces mineurs échappent à tout contrôle, et notamment contrôle financier. Les enfants d'il y a 20 ans, 30 ans dépendaient financièrement des parents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous avez des gamins de 13, 14 ans qui font vivre leur famille, qui payent le loyer et qui amènent un argent frais. Donc ça casse le code social, ça casse ce qui est le fondement de toute société, c'est la famille. Mmh. Et puis vous avez donc cet argent qui va permettre de vivre en parallèle du monde normal, entre guillemets, de la société naturelle, parce qu'il va se nourrir de lui-même. C'est un monstre qui se nourrit de lui-même, la drogue, donc qui n'a plus besoin de circuits traditionnels du monde du travail, par exemple. Il s'en extrait totalement. Et donc, il s'extrait de la dépendance de l'individu vis-à-vis de l'État. Et c'est pour ça que vous avez des zones, non pas de non-droit, et c'est très important, j'insiste là-dessus, mais des zones de droit des gangs. Dès lors que vous n'avez plus besoin du monde économique qui vous environne, du monde classique économique, dès lors que vous n'avez plus besoin d'avoir un rapport de demande du citoyen par rapport à l'État, que l'État régalien perd toute autorité et tout lien avec ces milieux-là, eh bien vous créez une société parallèle qui vit en autonomie, complète, financièrement et socialement. Vous avez des quartiers où les gangs ont la mainmise totale sur le tissu social et ont créé un droit parallèle avec tout un système, y compris un système judiciaire, avec des amendes, avec des jugements. Vous avez des tribunaux dans certains quartiers. Mais pas les tribunaux tels qu'on les connaît, c'est pas la correctionnelle, il n'y a pas un président, un avocat général et la défense. Non, vous avez des voyous qui font la justice, qui font la loi, qui font leur loi. Donc ce ne sont pas des zones de non-droit,
Ce sont des zones d'un autre droit. Et c'est toute la différence. Alors, la Colombie, dans les années 80, Toujours aujourd'hui. Sous une forme un peu différente, mais Ouais. disons que dans les années 80, c'était Pablo Escobar qui tenait vraiment qui a pris le contrôle, Ouais. qu'il a même créé d'ailleurs ce marché de la cocaïne. Pas vraiment, mais bon, oui. Oui, enfin, auparavant il était en Bolivie et en... Oui, non, mais même le marché de la cocaïne a intéressé clairement des États. C'est pas né spontanément, le marché de la cocaïne. Ouais. Mais bon, on pourra y revenir. Mais enfin, c'était une structure très pyramidale avec au sommet Pablo Escobar et qui a créé clairement un État parallèle. Alors lui, carrément, il mettait en place des projets sociaux, construction de maisons, etc. Lui, c'était vraiment arrivé à un niveau assez de grand. substitution d'État. Clairement. Il a créé un État parallèle. Il a créé un État parallèle. Ouais. Alors, cette structure-là, on la connaît parce qu'elle est représentée dans beaucoup de séries, de films, etc. Mais en France, est-ce qu'il y a des capots? Est-ce qu'il y a un capot? Est-ce qu'il y a des communautés qui vraiment gouvernent ce marché, le dirigent C'est totalement? pas comparable. Non, on ne peut pas comparer le système sud-américain, on va dire, parce qu'il n'y a pas que la Colombie. Hein. Le Mexique a un système mafieux à peu près comparable. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Mais on a des... Alors, en France, c'était un peu particulier parce qu'on a cassé le caïda, entre parenthèses, d'une certaine manière. On a cassé les têtes de gondole. Les figures les plus visibles ont été soit tuées, soit incarcérées. Et donc, ça a justement décliné vers le bas une forme de hiérarchie de la drogue. On n'a plus de capots, de grandes familles de voyous qui tenaient véritablement des villes entières. Ça s'est un petit peu dégradé vers le bas, où on a des caïds de quartier plutôt. Et ce qui explique le nombre de règlements de compte dans une ville comme Marseille, par exemple, où on n'a plus de grands leaders de la criminalité, mais des petits caïds de quartier ou de secteur. Donc ça crée des antagonismes qui peuvent être très violents du reste. Hein. Ah oui, ça favorise la violence, le fait qu'il n'y ait pas de chef. Mais bien sûr, puisque vous avez une guerre des petits chefs. Quand vous avez un chef, on va dire un parrain en haut d'une organisation, il va assurer la justice sociale, il va assurer l'ordre. Ça va être lui, le président de la cour, c'est lui d'une certaine manière. Je fais un parallèle avec la justice. Mais quand ce grand chef, ce président de cour n'est plus là, ça se décline, on décline la recherche de l'autorité au niveau des caïds qui veulent être vizirs à la place du vizir, qui veulent être à sa place les grands Manitou du trafic de stupes. Donc on s'oppose aux intérêts. Et là où ça commence à être un peu particulier en France, c'est que vous avez beaucoup, notamment, de création de groupes communautaires. Avant, vous aviez des caïds qui étaient simplement attirés par le pouvoir de l'argent et s'appuyer sur une organisation de quartier. Et là, on se rend compte qu'il y a un glissement vers des groupes communautaires. Mais ce n'est pas tout à fait surprenant. C'est ce que j'avais écrit dans un bouquin que j'ai auto-édité, qui s'appelle 34 Police déconnexion. Dès lors que vous avez un retrait de l'autorité régalienne, de l'État, ça a commencé par la fin de la police de proximité. Puis ça s'est accentué avec un retrait total de ce qui est la visibilité de l'État dans certains secteurs. Eh bien, vous avez, la nature ayant horreur du vide, vous avez tout simplement des organisations communautaires qui se sont structurées. Et on va vers ça. On va vers ça puisqu'on va voir de plus en plus, je vous le prédis, c'est peut-être pas un scoop, mais moi je vous fais une prédiction, c'est qu'on va vers un système de justice privé parce que des communautés vont créer des milices qui leur seront propres pour assurer leur sécurité. Alors ça peut partir d'un bon sentiment s'il s'agit de la protection des uns et des autres contre des agressions de délinquants, mais ça peut avoir un effet pervers parce que ces milices ou ces groupes d'autodéfense ou de défense peuvent s'approprier aussi les trafics divers et variés, et notamment le trafic de stupes. Vous, en tant que policier qui a été 10 ans dans les stupes, vous avez vu cette évolution? Alors, moi j'ai quitté les stupes en 98, donc de l'eau a passé sous les ponts. J'ai connu la période des grands caïds, qui eux tenaient les villes. On n'avait pas autant de règlements de compte. Moi, les règlements de compte que j'ai eu à connaître, notamment quand j'étais à la brigade criminelle à Marseille, c'était des règlements de compte entre ce qu'on appelait les gros voyous. Des types qui avaient la quarantaine, qui étaient des madrés, qui étaient des costauds. Et ils ne se tuaient pas pour les mêmes causes. Il n'y avait quasiment pas de règlement de compte lié au petit trafic. Ça n'existait pas. On avait des règlements de compte entre grands caïds qui voulaient contrôler le trafic, mais au niveau, à l'échelle d'une ville, pas d'une barre d'immeuble. C'était pas concevable, ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais
Alors, est-ce que c'est le fruit de l'efficacité? Est-ce que c'est un effet pervers de l'efficacité de certains règlements de compte et de l'action judiciaire? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, des caïds aussi visibles, il n'y en a plus. Et ça se décline au niveau des caïds de quartier. C'est beaucoup moins contrôlable. Et comme on n'a plus de visibilité sur qui fait quoi dans ces secteurs, notamment parce qu'il n'y a plus de police de proximité, c'est une problématique qui est de moins en moins contrôlable par l'État, qui ne l'est plus du tout. Vous savez, quand on nous annonce à grand renfort de publicité des opérations de police dans certains quartiers, je pense notamment à Marseille, où Gérald Darmanin nous a fait un show à la Sarkozy en disant, voilà, désormais il y a 9 compagnies de CRS dédiées à la lutte contre le trafic de stupes. Je peux vous assurer que ça fait doucement rigoler les dealers. Parce que avoir la prétention de régler le problème du trafic de stupes avec des CRS, enfin, je vous pose la question de savoir si c'est à peu près cohérent. Alors, la question qui vient, c'est que faut-il faire selon vous? Il y a plusieurs pistes. De toute façon, le problème, une société où la consommation de stupéfiants a pris les niveaux, a atteint les niveaux que nous connaissons, de réponse judiciaire, la réponse judiciaire uniquement est une illusion totale. Faire croire, vouloir faire croire qu'en montrant ses muscles ou qu'on arrivera à régler la consommation par exemple de cannabis en France uniquement par des interventions de police ou une pression policière plus forte est un non-sens. J'ai commencé dans les stupes dans les années 80, en 85 pour être plus précis. J'ai rencontré des policiers qui eux-mêmes étaient déjà dans la brigade des stupes depuis les années 60. On est en 2022, je n'ai pas le sentiment qu'on ait jugulé ou empêché quelques processus que ce soit en matière de stupéfiants, vous me l'accorderez. Donc c'est un phénomène qui est prégnant. C'est quelque chose qui est ancré, qui est bien inscrit aujourd'hui dans une forme de mœurs, ou du moins de relation à la consommation de produits stupéfiants. Et quand on a une société qui est tournée vers ça, donc qui peut-être recherche à lutter contre un climat anxiogène, par exemple, en consommant du cannabis de façon de plus en plus forte, c'est qu'il y a un souci non pas sécuritaire ou judiciaire, mais un problème de société. Donc peut-on régler un problème de société uniquement avec des policiers, des CRS et la justice? La réponse, elle est non. Elle est non. Donc si on veut qu'il y ait moins de trafic de stupes, il faut qu'il y ait moins de consommateurs. Donc, pour qu'il y ait moins de consommateurs, il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens consomment beaucoup. Je mets le crack à part, vraiment, parce que le crack, c'est vraiment quelque chose de très limité, de très marginal. Mais pourquoi y a-t-il une telle explosion dans la consommation de cannabis? C'est un vrai sujet, non pas de police, mais de société. Donc il va falloir s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est un problème médical, psychiatrique, sociétal, anxiogène? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Les gens ont peur. Globalement, on le voit bien avec les crises qui s'accumulent. On fait tout pour qu'ils aient peur aussi. Le gouvernement actuel et ceux qui l'ont précédé avaient commencé ce processus de messages anxiogènes en permanence, sachant que l'idée est de mieux maîtriser sa population, les masses. Ce sont des phénomènes de maîtrise des groupes qui est connu, qui a été très très bien décrit par certains sociologues et psychologues. On est en plein dedans. Le contre-coup de cette politique de message, c'est la peur. Et cette peur, certains n'arrivent à la contrôler, à la maîtriser que par la consommation de produits stupéfiants, notamment de cannabis. Jean-Pierre Colombiès, merci beaucoup. Merci Vincent Lapierre.